Dans la nuit noire qui recouvre le département du Var, en ce 2 décembre 1959, tout paraît calme, mais soudain, sans que quiconque ne s'y attende, un drame épouvantable va se produire. Un barrage, en service depuis 5 ans seulement, autrement dit considéré comme encore neuf, celui du Malpassé, à 11 km dans l'arrière-pays de Fréjus, va rompre et lâcher des millions de mètres cubes d'eau en quelques secondes à peine. 423 personnes surprises dans leur sommeil ou leur activité nocturne vont y perdre la vie. Des milliers d'autres seront blessés et l'infrastructure des secours elle-même est gravement touchée. La caserne des pompiers est inutilisable. Le commissariat, la gendarmerie, la mairie, tous sont sous l'eau. Et il y a parmi eux, comme partout ailleurs, des morts et des blessés. L'ancienne ville gallo-romaine, lieu de villégiature de la belle Côte d'Azur, est rendue inhabitable pour longtemps. Drame technologique totalement imprévisible ou négligence sévère, due en partie à des carences, des oublis et des légèretés pointées plus tard, à l'heure du procès et du passage de la justice. On ne saura le dire là d'entrée. L'affaire est complexe, les causes sont sans doute multiples. Revenons donc humblement, sans porter de jugement aucun, sur les faits tels qu'ils se sont déroulés et tels qu'ils ont été vécus par les survivants et les rescapés. Froid, sinistre, mais exact de vérité. Et l'enchaînement imparable, impitoyable des événements qui ont entraîné cette catastrophe nationale. Elle sera, sans nul doute, l'une des plus grandes catastrophes nationales françaises du XXe siècle, après les 2 guerres mondiales. Aloha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler des disparus du barrage de Malpassé en 1959. C'est dans la nuit du mercredi 2 décembre 1959, une nuit noire et froide, que le barrage voûte du Malpassé, obsturant l'étroite vallée du petit fleuve, le Réran, dernier affluent rive gauche de l'Argence. Le barrage a été construit à 8 km en amont de la ville de Fréjus, dans l'arrière-pays rocailleux du département du Var, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, cédé sous le poids phénoménal des eaux de retenue amoncelées derrière lui. Du coup, il libérait, telle une horde sauvage, 50 millions de mètres cubes d'eau à bas mot, lâchés d'un seul coup, brutalement, sans prévenir et presque silencieusement. Car construit loin de la ville, personne n'a entendu les craquements et le grondement de l'eau. Cette immense vague, une fois libérée, s'avérera fougueuse, indomptable, cruelle et dévastera plusieurs quartiers de la ville, la rendant en partie inhabitable, inonda tout en quelques minutes seulement, en ville et tout autour de la ville, et n'arrêtera sa course effrénée qu'après 11 km parcourus, étant enfin parvenu par gravité à la mer Méditerranée. Cette mer qui, curieusement, déjà gorgée des eaux de 15 jours de précipitations et de mauvais temps, ne voudra pas d'elle. Construit à l'origine pour alimenter en eau en permanence les villes de Fréjus et de Saint-Raphaël, mais aussi toutes les communes environnantes et les grandes plaines agricoles et maraîchères du département. Ce barrage devait être une vraie prouesse technique dans une région rocheuse, rocailleuse, où l'eau était, de tout temps déjà, rare et devenue nettement insuffisante face au développement exponentiel du tourisme et du bel art de vivre au chaud soleil méditerranéen.
car la région a toujours été contrainte, faute de sources en nombre et de captage fiable, d'aller chercher son eau, parfois assez loin, déjà du temps des Romains, dont quelques vestiges d'arches et d'aqueducs subsistent encore en vieille ville. On n'avait pas hésité d'ailleurs à aller jusqu'aux sources de la Siane, dans le Vaucluse. De grands auteurs régionaux tels Giono, Daudet et d'autres l'ont aussi évoqué dans leur ouvrage. Le nom même du site, Malpassé, représente d'ailleurs bien les lieux, un étroit passage que le fleuve Rérand a du mal à passer, tant il est encaissé et sinueux. On est sur la partie sud du massif du Tanneron. Si la roche est présente partout, elle n'en est pas moins friable, fragile, coupante et cassante, et nécessitera de gros travaux de consolidation et d'assises pour le barrage. Quant aux alluvions, au sable ou à la terre, ils sont ici pour mémoire. Alors, dès 1950, les autorités, qui avaient vu juste dans le développement de la région, décident de construire, quelque part derrière Fréjus, un grand barrage pour régler ce problème d'eau, devenu récurrent dans toute la région et les vallées. Le projet est monté, son emplacement arrêté, peu après dans la vallée du Rérand, même si le lieu d'implantation est mis en cause plusieurs fois, au nord de Fréjus, et les travaux débutent en avril 1952, pour s'achever finalement en décembre 1954. C'est un beau chantier, même si on avait longtemps hésité entre un barrage poids, rectiligne et massif, imposant obstacle qui barre la vallée, et un barrage voûte, fin et incurvé, s'appuyant lui sur les parois. L'histoire du barrage du Malpassé fourmille d'ailleurs d'ouvrages et d'indications très techniques à ce sujet. Mais, pour s'y retrouver, il faut être fin connaisseur du sujet. Le Conseil général du Var, qui est le maître d'ouvrage, confie la conception générale et la maîtrise d'œuvre du barrage à l'ingénieur des ponts et chaussées, André Coyne, et à son bureau d'études, spécialiste incontesté en France des barrages voûtes, le tout étant placé sous le contrôle de la direction départementale du génie rural. Mais l'histoire étant parfois rebelle, la topographie et la géologie du site même ne sont pas favorables à une voûte de ce type, d'hôte très mince, car elle exige, pour résister, une gorge étroite et une roche très résistante. Le premier et seul géologue consulté, au seul niveau des études préliminaires engagées, a conseillé plutôt la construction d'un autre type de barrage, dit barrage poids, et ce plus en amont. Mais, hélas, il ne fut pas écouté et n'a plus jamais été consulté par la suite. L'étude géotechnique fut réduite à une simple veille géologique de terrain et à quelques sondages mécaniques bien insuffisants. Il n'y aura presque aucun suivi géotechnique de chantier. Nous avons déjà là les premières conditions d'un drame à venir. L'enthousiasme avait-il supplanté l'objectivité et la sécurité? Nous n'avons pas la réponse. La structure même du barrage de Malpassé, tel qu'il doit être réalisé, est une voûte, plutôt très mince, à double courbure, construite par plots contigus en béton qui seront coulés sur place. C'est un langage technique pour nombre de Varois qui y voient, encore une fois, après le train filant à 331 km/h et la caravelle, l'image d'une France qui gagne. Sa faible épaisseur de 6,82 à la base est d'1,50 m à peine au sommet de l'ouvrage. Sa hauteur totale de 66 mètres depuis le fond de la vallée. Sa longueur totale de 223 mètres entre ses appuis rocheux de part et d'autre en font ce qu'on pourrait déjà appeler un bel ouvrage, puisqu'il sera le plus mince d'Europe. Quant au lac de retenue formé derrière, il doit, à terme et après remplissage, s'étendre sur 2 km², s'étirer sur plus de 4 km de long, créant par endroits une profondeur de 50 mètres.
La retenue totale d'eau stockée ici sera de 50 millions de mètres cubes d'eau, dont 25 millions de mètres cubes disponibles en permanence. De quoi voir venir, de quoi aussi rassurer habitants, touristes, promoteurs et commerçants. Le Rérand étant sec la plupart du temps, on ne prend pas le soin de creuser une galerie de dérivation, ne serait-ce que le temps du chantier. Le peu d'eau, car il y en a quand même, coule donc en souterrain, invisible mais pernicieux. Pourtant, son forage aurait permis d'observer le sol plus en profondeur. C'est vers la fin du chantier que les techniciens ont quand même quelques doutes. Car en partie haute du versant gauche, lors des terrassements d'ancrage de la fondation, le sous-sol paraît inapte à supporter les efforts énormes dus à une voûte mince. Il est très fissuré et altéré. Techniquement aussi, l'extrémité du barrage à son sommet, qui est donc très mince, est pratiquement parallèle aux courbes de niveau de la roche. Il n'y a pas de butée naturelle nécessaire pour ce type de barrage. Si cela n'augure pas encore une catastrophe, les conditions de réalisation ne sont quand même pas optimales et, sans vilain jeu de mots, d'aucune pourrait dire qu'ici on joue avec le feu. La mise en eau effective de l'ouvrage commence en octobre 1954. Elle se révélera particulièrement longue, durera 5 ans. La sécheresse récurrente et diverses procédures administratives et recours, tous liés à l'expropriation d'une mine de fluorine située en amont. Ainsi, il s'avérera que l'indispensable contrôle du comportement de tout barrage lors de sa mise en service n'est pas très rigoureux. En effet, les classiques mesures périodiques de déformation ne sont jamais attentivement interprétées, les eaux étant souvent déviées encore. La réception de l'ouvrage intervient aussi, bien avant que la retenue soit normalement opérationnelle. Et tout cela ajoute aux causes possibles d'un drame annoncé et inscrit dans l'histoire. Car, en cette fin d'automne 1959, la météo est particulièrement mauvaise depuis plusieurs jours déjà, sur toute la région. Il pleut à outrance et le lac de retenue du barrage est enfin plein. Dans la seconde quinzaine du mois de novembre, des niveaux historiques de pluie sont mesurés. Si, en 10 jours, selon la station météorologique de Fréjus Aviation, on a cumulé près de 500 millilitres de précipitations, ce qui est déjà beaucoup pour ces sols peu absorbants, le 2 décembre, on mesurera tout de même 130 d'eau en 24 heures, du rarement vu. Ces pluies typiques du climat méditerranéen ne sont pas rares, mais leur violence est toujours à l'origine de crues importantes, affectant brutalement les cours d'eau de tout l'arc méditerranéen. Dans le Var, comme ailleurs, les anciens craignent ces brusques courants forts et violents. Ils savent et craignent par-dessus tout les ravages causés jadis. Et la crue se présentera, fort logiquement, comme la conséquence de toute cette eau déversée par le ciel. La côte d'alerte, tracée à une dizaine de mètres sous la crête du barrage, est vite atteinte et l'eau est même montée de 4 mètres en 24 heures. L'alerte est donnée. À l'avant du barrage, du côté de la vallée, des scintements se font jour. Ils proviennent de sources et de résurgences qui affleurent le sol et en sortent, à mesure que l'eau monte derrière l'ouvrage. L'idéal serait d'ouvrir les vannes de vidange pour baisser le niveau d'eau retenu. Mais là où le bas blesse sérieusement, c'est qu'à 1 kilomètre en aval, dans la vallée, un gros chantier est en cours. Il s'agit de la construction du pont autoroutier de l'autoroute A8, surnommé l'Esterel. C'est là qu'une fois ouverte à la circulation, l'autoroute doit enjamber le Rérand. Ouvrir les vannes de vidange du barrage, arrêter le chantier pour plusieurs jours, des semaines peut-être, et fragiliser les ouvrages à peine construits. Les vannes ne seront donc pas ouvertes. C'est ainsi.
La décision est unanime. Collégiale, elle sera dramatique. Ce n'est que le 2 décembre, vers 18 h, que le gardien des lieux, après le départ des derniers ouvriers affairés sur le chantier, malgré la pluie battante des derniers jours, recevra l'ordre d'ouvrir les vannes. L'eau retenue s'apprête déjà à passer par-dessus la crête. L'effet d'ouverture des vannes, situé plus bas, va être signifiant et peut-être aggravant. Il va créer des turbulences, des tourbillons qui vont mettre à mal la structure du barrage. À 21h13, très précisément, dans un craquement qui va crescendo, le barrage se fissure et rompt finalement. Le trou béant ainsi ouvert va libérer en quelques minutes les 50 millions de mètres cubes d'eau accumulés derrière lui. La vague libérée est haute de près de 50 mètres, à l'endroit de ce qui reste du barrage. Elle mesurera encore plusieurs mètres en arrivant dans les faubourgs de Fréjus, 8 km plus bas. C'est que la vallée du Réran, nous l'avons vu, est plutôt étroite ici, pour absorber dans une grande largeur toute cette eau. Et sa vitesse est vertigineuse, près de 70 km à l'heure au barrage. Il n'existe aucun système d'alerte pour avertir les populations en aval, aucun moyen de prévenir quiconque. Pourquoi faire d'ailleurs à l'époque? Le principe de précaution est une invention de la fin du XXe siècle, sachons-le. Et dans sa course folle, l'immense vague atteint très vite le chantier de construction du pont de l'autoroute l'Esterel, chantier situé à 1 km plus bas. La vague mesure alors encore 30 mètres de hauteur et sa vitesse n'a décru que très lentement, 50 km à l'heure. Des ouvriers présents sur ce chantier, se reposant dans leurs cabanes, bien à l'abri de la pluie, sont tous écrasés, emportés et tués. Ils n'ont rien entendu. Il ne reste rien d'ailleurs de l'ouvrage, de sa base de vie, des lieux d'entreposage des matériaux, des piles de ponts déjà montées et encore coffrées. Du chantier, il ne subsiste rien d'ailleurs. Tout est emporté. Engins, matériaux, sable, ciment, fer à béton, cabanes, routes d'accès. 3 km d'autoroute seront, au final, impactés. Au fur et à mesure de son avancée vers les premiers faubourgs de Fréjus, la vague ralentit un peu dans sa course, s'étale comme elle peut, mais sa charge aussi en gravats, terre, alluvions, arbres, boue diverses. Et le second chantier, celui du pont de l'autoroute, l'a encore alimenté en divers objets qu'elle charrie, comme des trophées ou des armes. Bref, elle ne diminue pas d'intensité. À 21h20, le début de la vague meurtrière, libérée 7 minutes plus tôt, frappe les premières exploitations de la plaine agricole et maraîchère. Ici, il y avait une 50aine de fermes disséminées autour de Réran. Très peu d'habitants ont entendu les bruits sinistres avant-coureurs et ont eu le temps de se mettre à l'abri, sur quelques rares hauteurs environnantes. La vague mesure encore 12 mètres et passe par-dessus les toits des fermes, emportant tout, bétail, engins agricoles, gens, mobilier. À 21h34, très précisément, poursuivant sa course folle, la vague, plus étalée, maintenant mais non moins meurtrière, touche de plein fouet les transformateurs haute tension du parc EDF au nord de Fréjus. Des gerbes d'étincelles se produisent partout et, en un instant, toute la ville et la côte proche sont plongées dans le noir. Là aussi, plus tard, tout sera à reconstruire. C'est à cette heure précise, c'est ce que diront les survivants de la ville, que l'on entend venir au loin un grondement sourd et sinistre qui s'amplifie. Personne ne connaît et n'identifie avec précision ce bruit inhabituel. Et pour cause, on ne connaît pas bien les bruits si spécifiques de rupture d'un barrage. La seule lumière qu'il repère est celle du phare du Camara au large. Certains pensent à un tremblement de terre sous-marin, à un avion qui est en détresse, à un bateau qui coulerait.
Mais le mal ne viendra pas de là. Par un effet d'entraînement physique, le centre antique de la ville de Fréjus, situé au nord et légèrement surélevé, est épargné. La vague l'a contourné par le nord, suivant un chemin méticuleux ouvert devant elle. Quand elle traverse enfin la mythique route nationale 7, qui traverse Fréjus en pleine ville et qu'elle coupe aussi la ligne de chemin de fer Marseille-Menton, sur plus de 500 mètres, emportant rails, poteaux et ballast. Elle mesure toujours encore 10 mètres de haut. Ces deux obstacles la freinent un peu à cause des talus existants et la dérivent alors sur l'une des grandes artères de la ville, l'avenue de Verdun, et juste à côté vers la rue Henri-Vadon. Là, tous les rez-de-chaussée sont éventrés, les caves totalement inondées, les premiers étages atteints. Ceux qui le peuvent grimpent sur les toits, les terrasses supérieures et même aux arbres. Les quartiers ouest de la ville, où les habitants regardaient la télévision jusqu'à la coupure électrique fatale, sont également atteints par les eaux boueuses, ayant finalement surmonté les talus routiers et ferroviaires. La gare est sous l'eau. La vague résiduelle, qui mesure toujours encore 2 mètres de haut et s'étale sur plus d'1 kilomètre de largeur à cet endroit, est tout de même devenue moins puissante, touche enfin la base aéronavale, emportant tout sur son passage, dont plusieurs dizaines d'appareils et des hangars. Elle sera hélas inutilisable pour les secours. La vague se jette enfin dans la Méditerranée, provoquant une très forte houle, mais sans créer de dégâts supplémentaires cependant. Les eaux, nous le verrons, auront du mal à se marier. Car ici, comme si un malheur ne suffisait pas, les eaux méditerranéennes, suite aux précipitations importantes des 15 derniers jours, sont particulièrement hautes et n'absorberont que très lentement ce surplus d'eau douce. Tous les ruisseaux, fleuves et cours d'eau de la région ont déjà amené leur eau ici. En raison de ce phénomène, la ville et la plaine resteront longtemps sous les eaux, les deux niveaux, mer et inondation, se jaugeant mutuellement. La ville de Fréjus est totalement sinistrée. Ses propres infrastructures de secours et d'aide sont pour l'immense majorité hors service. Il n'y a plus de centre de secours. Les véhicules sont tous noyés ou écrasés contre les parois. Le commissariat est hors service avec plus d'1 mètre d'eau. La caserne de gendarmerie de même. La mairie est inaccessible, perdue dans un déluge d'arbres, plantes, portes et grilles arrachées. Débris de tout genre. L'hôpital est méconnaissable même, s'il est resté debout. Mais sans eau ni électricité, privé d'oxygène et les pieds dans l'eau, on ne peut rien en faire. Les quartiers de la Gabelle, de la Madeleine ou de Valescure, près de la gare, sont devenus méconnaissables. Le bilan final, car il fallait bien en faire un, dressé seulement le lendemain et le surlendemain du drame, est terrible. 423 personnes, dont 135 enfants, ont perdu la vie. 7000 personnes sont sinistrées et sans toit. On évoque aussi une vingtaine de personnes au moins disparues et jamais retrouvées. Et même si nous sommes sur la côte d'Azur, c'est l'hiver quand même. 155 immeubles sont totalement sinistrés et doivent être rasés. 1000 maisons au moins sont à rebâtir ou à rénover de façon majeure. Au moins 1000 hectares de terres arables sont inexploitables pour longtemps. Tous les réseaux d'eau et d'électricité sont à revoir de fond en comble. Il n'y a plus de routes carrossables sur plusieurs kilomètres et la ligne de chemin de fer de la Côte d'Azur est coupée net peu avant la gare. Les stations-service n'ont ni électricité pour alimenter les pompes, ni non plus de carburant à distribuer aux véhicules de secours, les cuves étant toutes noyées. Les à-côtés de Fréjus n'en sont pas moins épargnés. Pour preuve, la petite ville de Puget-sur-Argent, située plus à l'ouest, verra arriver quelques vagues d'eau mourante et stagnantes.
Il en sera de même de Saint-Raphaël, la ville sœur, située à l'est et même plus loin, dans la petite station balnéaire de Saint-Égulphe, qui aura également les pieds dans l'eau. Les secours vont s'organiser très vite, à une époque où le téléphone est encore rare. Les radiocommunications entre secouristes n'existent pas encore. Mais l'entraide est forte. Le préfet du département du Var déclenche très vite le plan Orsec, dont l'ancienne appellation était Organisation des secours, et qui se nommait aujourd'hui Organisation de la réponse de sécurité civile. Il permet de mobiliser tous les moyens civils et militaires. Tous les sapeurs-pompiers de plusieurs départements sont mobilisés, ainsi que les policiers et les gendarmes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les militaires des bases locales et régionales, ainsi que des hélicoptères de l'armée américaine, encore présents dans la région, se chargent de porter secours aux survivants. N'oublions pas que les routes d'accès sont détruites et qu'à l'intérieur de la zone sinistrée, on circule très mal et à vitesse lente, si ce n'est en barque à rame. Tous les engins de terrassement et de travaux publics de plusieurs régions, parfois même venus de très loin, tels de grandes et puissantes grues, sont réquisitionnés pour dégager, déblayer, enlever, pousser, refaire des routes et des passages. Le président de la République, le général de Gaulle, se rend sur place pour porter toute la compassion du peuple français, à nouveau rudement touché. Un appel à la solidarité est lancé au niveau national. Le procès qui s'ensuivra sera long et technique. Certains diront qu'il manquait d'âme. Il n'aboutira pas à dégager une vérité. Ne serait-ce qu'un semblant de vérité sur ce drame. Ce n'est que 10 ans plus tard, une fois les vives tensions enfin apaisées, qu'on en saura un peu plus. La science ayant fait de remarquables progrès dans la recherche et la compréhension de ce drame. Mais la fatalité est là. Une série de failles successives sous le côté gauche du barrage, jusqu'alors ni décelées ni soupçonnées pendant les travaux, du fait du peu de sondage géologique, rappelons-le ici, a fait qu'à cet endroit précis, le barrage voûte ne reposait pas sur une roche parfaitement homogène. Et le 2 décembre 1959, sous l'accumulation de problèmes successifs, le rocher situé sous la rive gauche a sauté comme un bouchon, entrouvant de ce fait la paroi du barrage. Ce dernier n'était plus retenu que d'un côté, c'était bien sûr insuffisant. Des explications rigoureuses furent ainsi apportées et versées au dossier d'enquête, grâce à une meilleure connaissance de la mécanique des roches. Ces dernières comportent en effet, à l'endroit précis du barrage, beaucoup de micro-fissures qui permettraient tout naturellement à l'eau d'infiltration de s'écouler vers l'aval, par-dessus le barrage. On avait édifié un géant au pied d'argile, mais plusieurs autres hypothèses circuleront longtemps encore et alimenteront la polémique. Sévère négligence dès la construction, conditions météorologiques catastrophiques et exceptionnelles concourant largement au drame. Interférence des 2 chantiers majeurs de la région, entre le barrage et l'autoroute A8 en travaux à 1 kilomètre à peine. Séisme géologique, attentat fomenté par l'OAS, car la guerre d'Algérie faisait encore rage à cette époque-là. Alors, quel constat faire? A-t-on vraiment péché pendant les travaux par hâte d'en finir? Par enthousiasme d'un bel ouvrage à terminer à tout prix? Par des travaux bâclés? Le chantier du pont de Réran, où l'autoroute l'Esterel devait passer et qui utilisait beaucoup d'explosifs, a-t-il entraîné une conséquence fatale sur la tenue du barrage? Des travaux supplémentaires auraient-ils permis d'éviter la catastrophe? On s'écharpe en hypothèses un peu vite avancées, souvent mal étayées et bien difficiles à démontrer. Ce n'est pas l'avis de la Cour de cassation, saisie en ultime voie de recours, dont l'arrêt a conclu, en 1967, qu'aucune faute à aucun stade n'a été commise.
Et finalement, un arrêt du Conseil d'État du 28 mai 1971 avait pleinement conforté cette juridiction et conclu à l'accident, mettant définitivement fin, juridiquement à tout le moins, à toutes les supputations lancées et à toutes les polémiques jamais éteintes. Ce sera donc un accident. L'État indemnisera les victimes. La catastrophe n'aura pas de coupable tout désigné. Deux bémols donneront un peu d'espoir et de lumière après ce drame terrible. La catastrophe du barrage du Malpassé a permis d'instaurer, dès 1966, un comité technique national des barrages, ce qui n'était pas le cas auparavant. Concrètement, on ne construira plus de barrages localement comme avant. On se demande pourquoi personne ne l'avait prôné avant. C'était ainsi. Et n'oublions pas que nous étions 15 ans seulement après le dernier conflit mondial en pleine reconstruction du pays. Les conséquences du drame auront surtout permis de scruter, à la loupe et en détail, tous les dégâts causés. Travail de la roche, travail de l'ouvrage lui-même, infiltration interstitielle des eaux, technique de dérivation des eaux, technique de remplissage, procédure d'alerte, etc. Sur le site initial du barrage, site aujourd'hui préservé comme il était au soir du drame, et qui est à visiter à pied après une marche d'approche qui se mérite. Il ne subsiste finalement que des morceaux de béton, accolés en escalier à la paroi droite et penchés vers l'aval, comme s'il avait hésité à se laisser emporter. Le reste n'est qu'une brèche béante, découvrant d'un seul coup la vallée derrière. C'est le barrage de Saint-Cassien, sur le Briançon, et la retenue de la Sillagne, barrage construit entre 1962 et 1965, qui palliera désormais les difficultés nées de la rupture du barrage du Malpassé, en plus de toute l'alimentation électrique de l'ouest des Alpes-Maritimes. C'est la fin de cette tragique affaire. Que toutes les victimes reposent en paix et que les familles arrivent à faire leur deuil. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.